Vous écoutez France Culture. Tout l'été, France Culture se fait l'écho des débats et rencontres qui ont marqué l'année. Cette semaine et la semaine dernière, nous vous avons invité à suivre une série de conférences qui se sont déroulées de novembre 2007 à juin 2008 avec l'Université du Théâtre du Rond-Point sur le thème du rire de résistance. Ce soir, dernière conférence spectaculaire, parfaite mise en scène de tout le cycle. Le cabaret philosophique et ses auteurs, Arnaud Aymard, Laurent Petit et Fred Touche, débattent sur le thème de la déculturisation, à leur façon mi-grave, mi-absurde, dans le plus pur style rire de résistance. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir Roland. Chut, on ne commente pas. Bonsoir Daniel. Lorsque, sur la place d'Athènes, à 2 pas du Parthénon, lorsque sur cette fameuse place d'Athènes, en face du Parthénon, à côté du Colisée, lorsque le jeune Mikos se promenait, Mikos l'Athébien, comme on disait, contraction entre Thèbes et Athènes, car lorsqu'on lui posait la question « D'où viens-tu, Mikos ?», il ne savait pas s'il était né à Thèbes ou à Athènes, d'où le nom de Athébien, Mikos l'Athébien. Athébaos. Athébaos, au gérondif de l'accusatif. Il avait pour habitude souvent de rencontrer son grand ami Herpès. Et souvent Herpès... Non, accusatif. C'est l'accusatif. Deuxième déclinaison. Il avait pour habitude de croiser souvent Herpès qui s'inquiétait souvent de l'état de son ami. Et un jour, qu'il trouva Mikos fort dubitatif, Herpès n'hésita pas à lui poser la question « Tiens, Mikos, toi, Mikos l'Athébien, tu te promènes là, je te vois, tu te promènes là sur la place du Parthénon, près de l'Athénée, à côté du Colisée. Tu te promènes, mais je te vois dans l'esprit dubitatif. » Et Mikos de lui répondre « Oui, effectivement, oui, Herpès, tu as raison. Je suis dans un état dubitatif car je doute. » « Ah, tu doutes ? Mais de quoi ? Mais de quoi doutes-tu, Mikos ? » « Eh bien, vois-tu, Herpès, je doute de mon doute. » « Ah, mais de quel doute ? » Et Herpès de lui répondre « Mais, Mikos, sais-tu de quel doute... Non, de quel doute doutes-tu ? Et Mikos lui dire « Je doute de mon doute à douter. » Et Herpès lui dit « Mais d'où doutes-tu de... » D'où ton doute d'où dent-il ? Et Mikos, à la fin, de lui répondre très justement, je ne sais plus. Voilà. Petite anecdote que je qualifierais de présocratique, qui j'aimerais, si on peut se le permettre... Comment ?
une blague grecque, bien sûr, une bonne blague grecque, avec des oignons et des tomates et de la sauce blanche, sur le feta. Petite blague grecque pour vous donner un petit peu la saveur de l'état dans lequel nous devons, nous les chercheurs, nous les philosophes, de nous mettre avant de se lancer dans un débat philosophique qui est bien sûr celui du doute, et de ne jamais être sûr de ce qu'on dit. Vous dites juste quelque chose très rapidement. Vous êtes sûr ou pas? Je sais pas. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hein, comme je le dis d'habitude, c'est vrai qu'on ne peut encore une fois que se féliciter, de l'audace des organisateurs de cette réunion, de cette manifestation, bien d'apporter la réflexion, d'apporter la philosophie, la pertinence, comme vous le dites si bien, Ron, comment ? La lumière, superbe, belle allégorie, justement dans un endroit qui ne se veut pas justement être prédestiné à l'agora, un endroit, disons-le, je dirais, un peu festif, bien sûr, gaudriolesque, bien sûr, tout à fait, youcaldisque, tout simplement, gognareste, hein, en l'occurrence cette manifestation sur le rire de résistance. Quoi qu'il en est, nous, ce qu'on veut vous apporter au travers du débat que nous allons vous proposer, de cette réflexion que nous allons vous proposer, c'est, je dirais, une pertinence, je dis, alors, j'ai pas envie de dire, voilà, ou de la pertinence, oui, mais pas impertinence, entre les deux. quoi? D'accord. Et donc, c'est d'apporter, je dirais, une pensée, mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas une pensée toute faite, une pensée prémâchée. Voilà, superbe. C'est pas une pensée lyophilisée. Voilà, superbe. Voilà, génial, superbe. Ouais, exactement. Et voilà, c'est une pensée faite à la main, made in at home, comme on peut dire, qu'on va façonner, bien sûr, comme un potier, superbe. Un potier qui façonnerait son pot de terre, un potier, quoi? Et un pot de terre, voilà, une pensée en forme de vase, un vase en forme de femme, pourquoi pas, bien sûr, pourquoi pas, avec des hanches pour des seins. Quoi? Un orifice, bien sûr, pour mettre des fleurs, des pensées, bien sûr, ou de l'eau, bien sûr. Donc effectivement, je dirais une pensée traditionnelle, une pensée artisanale, comme ce potier qui ferait ce vase pour en faire, des urnes, pour en faire, je sais pas, des jarres, pour en faire des grosses bouteilles, des urnes, ou tout simplement des cercueils pour enfants. Donc on va s'inscrire dans cette démarche de... Alors bien sûr, comme tout artisan qui se respecte, on a quoi? On a des outils. Et bien entendu, ce ne sont pas des tournevis. Ce ne sont pas des tournevis et des marteaux non plus, bien sûr. Ce sont les outils à nous, les chercheurs, les outils à nous, les philosophes, des livres, des books, comme vous le dites si bien en anglais, des ouvrages, hein, des livres, des bourgs, comme disent les Allemands, hein, les gros Allemands, qui vont être, je dirais, notre... Ouais, c'est ça. C'est notre substantifique moelle. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur, un peu comme les mineurs, vous voyez, au Moyen-Âge, qui allaient chercher le minerai de fer avec les mains comme ça, et sans pioche, sans rien, parce qu'ils étaient pauvres à l'époque. Eh bien, on va aller creuser la substantifique moelle nécessaire à l'élaboration du savoir que nous allons vous proposer. Donc, des ouvrages, hein, évidemment, tant et tant d'ouvrages, moult et moult d'ouvrages, voilà. Donc, donc des ouvrages, tentez-vous qu'il n'y en a, c'est pas grave, tentez-vous qu'il n'y en a et qu'il n'y en a tant et si bien. Voilà, avec bien sûr, super ce qu'il est en train de nous dire, toute une méthodologie, allez-y, hein, regardez, passez-vous les ouvrages, il y a toute une méthodologie, bien sûr, hein, on n'aborde pas un ouvrage comme ça, il y a une technologie spécifique, cette technosification a un nom, ça s'appelle la lecture, hein, bien sûr, là vous voyez, il y a des petites taches noires, comme ça quand on se voit, on se dit, qui a mis des petites taches noires? C'est ce qu'on appelle, nous, les chercheurs, des lettres. Et ces lettres, quand on les met ensemble, eh bien, elles forment ce qu'on appelle le mot qui, mis ensemble, forme les phrases qui, mis ensemble, donnent les textes, les paragraphes, et c'est à l'intérieur de ces paragraphes, à l'intérieur de ces textes qu'on va aller chercher
là, substantifiquement nécessaire à l'élaboration de notre savoir. Alors il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle une pagination au-dessous, hein, ce sont des chiffres entiers naturels relatifs qui se situent dans n. Ah oui, alors là par exemple, ça c'est super ce qu'est en train de nous montrer Daniel. Là par exemple, Daniel, on se dirait, tiens, il a un livre dans la main, donc automatiquement il est en acte de lecture. Non. Non, pas du tout. Il n'est pas en contact visuel avec l'ouvrage, donc il n'est pas, voilà, là non plus. Il n'a pas. Alors là, est-ce que là, Daniel est en acte de lecture? Non, parce que ce n'est pas écrit en chinois, donc on ne lit pas comme ça. Il faut, voilà. Là, est-ce qu'il est? Non, parce que le livre est à l'envers. Voilà, là, oui, mais la focale n'est pas respectée. Sauf si vraiment. Non, ah non, vous n'êtes pas en acte de lecture. Donc, on a... Non. Est-ce que Daniel est en acte de lecture? Je m'en sers comme patin. Non, voilà. Voilà, il s'en sert comme patin. Donc voilà, on y est, on va y arriver. Juste avant, on va se lancer dans le débat. Je suis bavard, excusez-moi d'être bavard comme ça, mais bon, je suis comme ça, j'aime bien que l'auditorat moyen comprenne. Excusez-moi, ne m'en voulez pas d'être un petit peu la pipelette de service, mais je fais mon boulot, tout simplement. Donc, juste avant, si vous le permettez de se lancer dans le débat, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise qu'ici, tous ensemble, plutôt que dire, on dit oui, effectivement, au Théâtre du Rond-Point, etc., moi, j'aimerais qu'on... Alors, c'est un peu présomptueux, mais j'aimerais qu'on dise... C'est exact. Dites-le, Daniel, parce que... C'est juste imaginer qu'on serait dans un mausolée. C'est un peu pour sacraliser le débat. Voilà, pour donner une sorte de sacralisation. Parce que sinon, les gens ne vont pas forcément s'en souvenir, et peut-être grâce à ça, ils vont se souvenir, puisqu'il y avait un paysage magnifique. Voilà, bien sûr. Donc on va imaginer... qu'on est dans un temple, une sorte de mausolée, voilà, un temple de la pensée, avec une arche, bien sûr, hein, un temple avec une arche. Vous voyez, super. Alors super, c'est génial que vous le fassiez, comme ça on le voit d'autant mieux. Regardez, vous voyez, il y a une sorte d'arche. C'est quoi ça? C'est quoi? Des quoi? Des douves. Waouh, génial. Des douves autour. C'est pas un mauvais jeu de mots, les douves autour. Hein. Des piliers. Des piliers, génial, des piliers de la sagesse, bien sûr. C'est quoi? Un pont-levis électrique. Un pont-levis électrique, très bien. Une colonne torsadée, d'accord, très bien. Une gargouille. Une gargouille, d'accord. Des ombres chinoises. Des ombres chinoises, très bien. Donc, De l'herbe. de l'herbe, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi? Un sorcier africain. Un sorcier africain, génial, d'accord, super. Donc voilà, donc on va de quoi? Une bibliothèque. Une bibliothèque, très bien. Donc on est dans une table, très bien. Une table de chevet. Une table de chevet, très bien. Donc on est dans ce cadre du savoir, dans ce temple, et ce qu'on va faire, on va vous demander, si vous le voulez bien, de frapper tout simplement aux portes de ce savoir, de manière... Comment? Des milliers de kilomètres. Voilà. Dites-le. Peut-être les gens ont fait des milliers de kilomètres pour suivre ce débat. Ils sont venus à pied, et peut-être de plusieurs milliers de kilomètres. Et ils sont avides de savoir. Et nous, on a un petit peu la solution. Alors, et comme on est enfermé à l'intérieur de la maison, on ne peut pas les voir, parce qu'on n'a pas encore inventé des murs qui seraient faits avec du bauxite de carbone, par exemple, qui seraient transparents. Donc, il faut qu'ils frappent à la porte, sinon on ne les entendrait pas. Voilà. Donc, on va vous demander, vous avez compris ce que disait... Voilà, c'est pour signifier un engagement. On va vous demander de frapper à la porte par ce qu'on appelle la traditionnelle toc, 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 que vous allez faire de manière bucolinguale, hein, c'est-à-dire avec la bouche, de manière à nous signifier votre envie d'avoir accès à cette connaissance. C'est-à-dire que quand vous allez faire toc, toc, toc avec votre organe bucolingual, vous n'allez pas simplement faire toc, toc, toc pour dire on fait toc, toc, toc. Non, vous allez nous signifier à nous, les chercheurs, les détenteurs du savoir, de dire oui. Au travers de ce truc, c'est oui, je veux savoir. Oui, je suis I want to know. Je suis en acte de savoir, je suis en acte de quémande, comme vous le dites, Roland, en acte de quémande, par rapport au savoir que vous me proposez. Vous qui savez, donnez-moi ce savoir, je veux, I want to know. Please,
Give me the knowledge, give me the knowledge. Oh my Lord, give me the knowledge. Please, please, geben Sie uns die knowledge. Avant, c'était s'il y avait des Anglais, et là, c'est par exemple s'il y a des Anglais qui se font passer pour des Allemands parce qu'ils ont un peu honte de ce qu'ils ont fait. Donc, donc on va aller, c'est de me signifier. Donc, on est dans cette maison, vous, Roland, Daniel, alors Daniel et Roland, on est dans cette maison. Vous, Daniel, par exemple, vous êtes où, dans quel endroit dans cette maison, vous vous trouvez où? Peut-être que je peux être dans la cave. D'accord, et vous faites quoi dans la cave? Je dissèque un cadavre. D'accord. C'est parce que cet acte s'inscrit, comme vous le dites, dans une tradition philosophique de mieux connaître. De mieux connaître l'homme en le disséquant. J'étudie la digestion et je lui mets des choses dans la bouche et j'essaie de travailler sur un vaccin contre, par exemple, la dysenterie. D'accord. Vous, Roland, vous faites quoi? Eh bien, je suis dans le salon et je vais écouter un disque de Kant. Et moi, je suis dans la véranda avec le colonel Moutarde. Je plaisante, c'est de l'humour, bien sûr. Non, tout simplement, je joue à Niewinich avec les enfants, mais il n'y en a pas, donc je joue tout seul. Donc, voilà. Donc, on est dans ce état. Donc, allez-y, on est dans cette maison et vous allez frapper par un traditionnel toc, toc, toc. Allez-y, c'est quand vous voulez. Nous sommes là à l'intérieur. Allez-y, faites toc, toc, toc avec la bouche, enfin, le système bucco-lingual. Allez-y, c'est quand vous voulez. Allez-y, ça c'est alles, wenn Sie wollen Sie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Essayez d'être un petit peu plus tout le monde, tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Donc, allez-y. Deuxième tentative, essayez d'être un petit peu plus tous ensemble au niveau du toc toc toc. Allez-y. Pas mal, c'est bien, c'est bien. Comme j'avais dit tous ensemble, mais c'est aussi tous ensemble en même temps. Sol, mi bémol, la péno. Allons-y, on reprend, encore une fois. Super, super, ça commence vraiment à venir. Allez, encore une fois. Génial, génial, je crois que vraiment, on va bientôt toucher l'apothéose. Allez, on y va encore une dernière fois. Entrez. Faire avancer la pensée tout en évitant de la faire reculer, stigmatiser la réflexion pour apporter à l'humanité de plus larges horizons. Tel est le but, telle est la mission, tel est le rêve, la catharsis, l'ambition de ce cabaret philosophique qui vous est proposé par la revue Il est déjà trop tard. Avec moi, mais je devrais dire maintenant avec nous, hein, deux invités de marque, deux invités exceptionnels, puisqu'il s'agit tout d'abord de Roland Gerbier. Roland, bonjour. Roland, vous êtes œnolopédiatre à l'Institut Pierre Cochin, à la Salpêtrière à Paris, juste en face de l'hôpital Necker, je crois, à 2 pas des Champs-Élysées, métro Gare du Nord, je crois. Métro Marcadet. En face du Louvre, métro Marcadet. Roland, très rapidement, pour l'auditorat moyen, l'œnolopédiatrie, qu'est-ce que c'est, Roland? Bonsoir à tous. L'œnolopédiatrie est donc une science toute nouvelle qui permet donc d'étudier les effets du vin rouge sur les nourrissons. Il faut savoir en effet qu'aujourd'hui, les mères de famille rencontrent les pires difficultés pour endormir leurs jeunes enfants. Donc elles n'hésitent pas à mélanger à l'eau du biberon du vin rouge, quand ce n'est pas de la bière, de la vodka, voire même des extraits de cannabis ou de datura, comme ça se pratique énormément aujourd'hui en Ardèche et en Ariège principalement. Donc nous, en œnolopédiatrie, nous cherchons bien sûr des alternatives. Nous utilisons évidemment l'hypnose, nous travaillons aussi avec des comptines, mais des comptines en allemand pour faire peur à l'enfant. Et nous travaillons aussi avec certains arts martiens. Arts martiaux, bien sûr. Des arts martiaux comme le Wang Chun, qui est peu connu pour l'instant, et qui consiste... Je peux me permettre ? Oui, bien sûr. Qui consiste, lorsque votre enfant vous énerve,
eh bien, de frapper votre enfant, mais de vous arrêter au tout dernier moment pour le caresser. Donc, vous montrez qu'il vous énerve, mais qu'il vous aime, que vous l'aimez quand même. C'est l'effet « Ouh !» Voilà, en gros, voilà. Super. Vous êtes également vous-même, je crois, père de 53 enfants, hein, c'est ça, 54 enfants, à Condon, dans l'Allier. Avec nous, un autre invité de marque, un autre invité exceptionnel, puisqu'il s'agit de Daniel Spanks Tata Hunter. Daniel, bonjour. Alors, vous, rien à voir avec l'œnolopédiatrie, puisque vous êtes, je crois, himalayiste alpin, même politesse, l'himalayisme alpin. Qu'est-ce que c'est, Daniel ? Bonjour. Himalayisme alpin, ça consiste à emmener des gens dans les Alpes en leur faisant croire que nous allons dans l'Himalaya. Est-ce que c'est une entourloupe, Daniel ? Oui. En quelque sorte, mais disons qu'il y a énormément de personnes qui aiment aller, qui sont passionnées par l'Himalaya, qui ont des posters de bonzes chez eux, et ils sont très intéressés pour partir là-bas, mais ils n'ont pas assez de moyens pour y aller. Alors, avec notre organisme, nous partons de Gare de Lyon, nous bâchons toutes les vitres du bus, et pendant 40 jours et 40 nuits, on secoue le bus. Finalement, le 40e jour, on arrive à Chamonix, et là, au préalable, on a rasé tous les bergers pour les faire passer pour des bonzes. Et ensuite, avec des chèvres bien saucissonnées à 4 ou 5 chèvres sur un âne, ça ressemble énormément à un yak. Les gens reviennent contents. Vous êtes également photographe de porc, hein, dans un magazine qui s'intitule Photos de porc. Aujourd'hui, un sujet grave, hein, un sujet qui fait peur, comme bon nombre de sujets du cabaret philosophique. Tant pis, si une fois de plus nous mettons les deux pieds dans le plâtre. Si on tourne effectivement le couteau dans la plaie purulente, en crachant sur la plaie, et en appuyant sur le furoncle de la déraison et de l'obscurantisme. Jusqu'au sang. Ça fait de faire jaillir effectivement un peu de pu. Le pu de l'obscurantisme qu'on se prendrait dans l'œil. Dans les lunettes. Et dans les lunettes, tout simplement. Puisqu'il s'agit donc de la déculturisation. Alors, vaste sujet, messieurs. Moi, j'ai envie d'être Franco du Collier. Hein, je ne vais pas passer par 38 chemins. Quels sont, Daniel, quels sont, Roland, les signes, je dirais, ostentatoires, les signes évidents, Avant-coureur, peut-être. les signes avant-coureurs de cette déculturisation? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui, chut, calmez-vous, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire oui, on est aujourd'hui dans un monde qui se déculturise. On est dans un monde... Je vous vois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui se déculturise, qui se déculturise le plus petit? Qu'est-ce qui nous permet de dire oui, on est là, arrêtez! On est là, dans ce monde. Il y a une déculturisation. Mais où sont les signes? On veut savoir quels sont ces signes. Qui veut prendre la parole de Roland ou de Daniel? Chut, calmez-vous aussi, Roland. Qui veut prendre la parole, Daniel? Roland. Merci. Un signe ostentatoire de déculturisation, à mon sens, c'est une enquête qui a été faite à 50 ans d'intervalle. La première fois, c'était en 1954, je crois, en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, où on s'est amusé à dénombrer le nombre de mots utilisés dans la conversation courante. Et à l'époque, en 1954, ce nombre était d'environ 2500. À l'époque, on était encore dans une civilisation, je dirais, pastorale, donc
il existait encore en Bretagne des expressions très fleuries, comme expurger la dravignole, flatouiller la bernache, choler la drue, quand on savait titiller le goupillon, hein, bien évidemment. Et flapouler l'agonie. Hein. Tout ça, bien sûr, dans un contexte où les gens travaillaient au champ. Eh bien, figurez-vous que cette enquête a été refaite l'année dernière, je crois, et on s'est aperçu que le nombre de mots utilisés aujourd'hui dans la conversation courante n'était plus que d'environ 57. Non. Avec des mots qui revenaient bien sûr en boucle, comme carrément, C'est top. c'est top, C'est trop top. c'est trop top, C'est hyper top. c'est hyper top, Méga top. méga top, Terratop. terratop, Que du bonheur. terratop, oui, pourquoi pas, que du bonheur, voilà. C'est hoche. C'est hoche, c'est mouche. Ce qui fait évidemment des conversations extrêmement confuses, abstraites qu'on ne comprend pas et qu'on essaye de résoudre à coup de SMS, où là on fait appel à des mots d'une seule lettre, comme L, M, N, O, P, R, S par exemple, et des combinaisons douteuses du genre LMPT, LMLN. LNMPT. LMLN. LNMPT avec Hervé, oui. LMLN. Hervé MLN en TGV avec PT. Ou LH au cul, ou LA2L au cul. Et évidemment, cela donne des conversations d'une vulgarité inouïe qui sombre dans la violence. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, une des conséquences de la déculturisation. C'est la montée de la violence. Superbe, Roland, superbe. Très très belle démonstration, superbe. Non, génial. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. C'était superbe. Non, c'était très bien. C'était superbe. Revenez, Roland, revenez. Daniel. Superbe. Ah, quelle belle... Daniel, allez-y. Moi, je vais tenter d'aller dans le... Si Roland avait ouvert un fleuve, j'aurais été une barque qui suivrait les mêmes sillons. Mais je voudrais parler d'un pays qui est outre-Atlantique, qu'on appelle les United States of America, les États-Unis, où là, comme dit Roland, évidemment, il y a une disparition des mots, mais surtout, ce qui est intolérable aujourd'hui, c'est qu'il y a littéralement une disparition des consonnes. Toutes les consonnes aujourd'hui aux United States sont en train de littéralement disparaître au profit d'une seule consonne, comme le W. Une sorte de W-fication du langage américain. Ce qui fait que, par exemple, une phrase très belle avant... donne ça, par exemple. Un exemple. Je dis, maman, est-ce que tu peux me laver mon kimono, s'il te plaît? Et souvent, la mère de répondre, ce qui veut rien dire, en fait. Et donc on s'aperçoit évidemment que cette W-fication du langage américain va évidemment s'épancher sur tous les milieux culturels, si vous voulez, lorsqu'on ne peut plus ne s'exprimer que par le W. Évidemment, quand on est un groupe de rock, de heavy metal ou de metal hard bass, moi je ne connais pas vraiment tous ces mouvements, le metal rouillé, tous ces mouvements de hard rock metal, évidemment, on va atteindre au bout d'un moment une contrisation. C'est-à-dire que tout va devenir country, si vous voulez, puisqu'on ne sera plus que dans le W. Si c'est vrai, non mais je comprends ce que je dis. Des exemples pour que les gens comprennent. Par exemple, même ça va s'étendre même à des milieux musicaux comme la musique classique. Par exemple, l'Ave Maria de Gounod va se transformer en country. Mais comment c'est possible? Ça fait Ave
I want to get you, can you find you, can you see the film? I want to say nothing, what you rough and nothing. Hey, I was on the rubber, we can have the rubber. Watson, lave my yacht, go no. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi-même, j'ai un ami qui est verbicruciste, c'est-à-dire le contraire d'un cruciverbiste, c'est-à-dire qu'il fabrique des mots croisés. Et cet ami me disait de manière anecdotique la dernière fois que je l'ai vu qu'aujourd'hui, si il veut vivre dignement de son métier, il est obligé, pour que les gens puissent consommer ces mots croisés, de faire des mots croisés d'une simplicité extrême. Alors là, vous allez rire, mais d'un rire jaune, très certainement. Quand je dis un mot croisé d'une simplicité extrême, ce ne sont pas des mots croisés de 10 cases, attention, ni des mots croisés de 3 cases, ce sont des mots croisés d'une seule case. Sachant qu'une fois sur deux, la case elle est noire, mais que des définitions du genre première lettre de l'alphabet, les gens ils reçoivent du courrier en lui disant c'est trop dur, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à comprendre, mais je vous jure, et il est obligé d'intégrer une sorte de logiciel type Paintbrush que les gens mettent dans l'ordinateur pour que les gens apprennent à dessiner cette fameuse lettre dont vous connaissez tous, puisqu'il s'agit de la lettre A. Alors, voilà, Daniel, très rapidement. Juste peut-être un dernier constat. J'étais l'autre jour dans une cantine scolaire parce que je travaille dans une cantine. Enfin, je vais pas à me justifier là-dessus. Vous n'avez pas à me juger. Vous avez les yeux qui jugent. Ça, vous jugez, vous êtes en train de me juger alors que j'ai le droit tout à fait de travailler dans une cantine scolaire. Enfin, la philosophie, forcément, ne fait pas toujours manger. Et donc, je travaillais dans cette cantine scolaire et je demandais à une petite fille. Elle était incapable de me donner la réponse, de donner le nom de cette femme qui avait, au Moyen-Âge, qui avait une épée, qui était coiffée au bol. Léonore d'Aquitaine. Philippe d'Orléans. Peu importe. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, bon, pour que tout le monde comprenne, hein, moi ce que j'ai envie de dire, on parle de culture, alors je vais faire une sorte d'allégorie un peu facile, certes, mais qui, je l'espère, va être assez pertinente. Quand on parle, voyez-vous, de chant culturel, on pense évidemment, bien sûr, au chant, un chant culturel. Et quand on entend vos constats, hein, on se dit, oui, effectivement, si ce chant culturel, de manière toujours allégorique, existe, hein, voilà, on va se dire, si ce champ culturel existe, de la manière dont on en parle, ça doit être un véritable désert. Hein. On est dans un véritable champ désertique, un champ culturel désertique. Et là, c'est paradoxal. C'est paradoxal, parce que quand on approche, finalement, on observe, hein, l'observateur que je suis va s'approcher avec ma loupe d'objectivité de l'observateur. Il va se rendre compte que loin d'être finalement une sorte de désert culturel, ça va être une véritable jungle. Une véritable jungle culturelle. En effet, avec des arbres dans lesquels il est difficile de se retrouver. Et je m'explique. Et attendez, je m'explique, vous allez voir comment c'est bien ce que je dis. Parce que jamais autant de CD depuis la nuit des temps n'ont été produits. Jamais autant de production culturelle n'a été fait, de films, de cinématographie, de livres, d'ouvrages, de tags, bien sûr. Jamais il n'y a eu, depuis la nuit des temps, autant de vernissages qui existent. Alors moi je dis paradoxe. D'un côté, je suis là tout fier, je dis c'est le désert, hein, je suis... Et puis après, mais non, c'est une jungle. Donc paradoxe. Qui pourrait nous expliquer de vous deux cette notion de paradoxe? Roland, Daniel, Roland. Moi je peux peut-être parler de... Daniel. Ça s'explique très bien, je crois, excusez-moi, par la théorie de Hans Hund, la théorie du requin-marteau et du banc de flétan. C'est un banc de flétan qui est dans l'océan Pacifique, mais ça peut être l'Atlantique, c'est pareil. Ça ne change pas les conditions de départ. Et on peut dire par exemple que ce requin-marteau n'a pas mangé depuis 3 semaines. Donc il a très faim. He's very hungry, en Angleterre on dirait ça. Et il va voir apparaître devant lui un banc de flétan, qui représente énormément de nourriture. Enfin, le flétan étant un animal qui a des nageoires, on appelle un poisson, on respire avec des branchies. Et le requin marteau va voir la possibilité. On pense qu'il va avoir la possibilité de manger. Bon, dans un premier temps, le requin marteau, lui, va essayer de viser un individu du banc de flétan.
se sortir de cette affamisation. Et, mais le problème, c'est comme c'est un requin marteau, il a énormément de mal à focaliser parce que ses yeux sont aux extrémités de sa tête. Et donc il va viser quand même, il va finir par réussir à viser par exemple un individu flétan. Mais forcément, les flétans qui sont des poissons assez paranoïaques vont... Le flétan visé va se sentir visé. Bon, on dit oui. Et ce flétan-là, à un moment donné, bien sûr qu'il va se sentir visé. Et avec sa nageoire, par exemple, il va dire au requin marteau, regarde là-bas, il y a un ami à moi qui est beaucoup plus dodu. Comme ça. Avec sa nageoire, comme ça. Et l'ami dodu, lui, puisque tous les flétans, il n'y a pas que lui qui était paranoïaque, parce que ce serait trop facile. Non, ils sont tous paranoïaques. Lui aussi va se sentir visé. Et lui va aussi dire à lui, non, que lui aussi, il est dodu, puis lui aussi. Enfin, je sais pas si vous connaissez la fission, ça va faire une réaction en chaîne en fait. Et à un moment donné, le requin marteau, lui, comme il va regarder, au début il aura visé qu'une victime, après il en aura visé une autre, mais en fait il se dit ah ouais, toi t'as dénoncé ton camarade, tu ne mérites pas forcément de continuer à vivre. Et donc finalement, au bout d'un moment, il va avoir tout le banc de flétans à viser en même temps. Mais comme en fait les flétans, faut savoir qu'ils travaillent, c'est l'équivalent de la patrouille de France, mais dans l'eau, dans les océans. Ils vont partir. Arrête. Ils vont partir. Par exemple, le requin marteau à un moment donné va s'avancer vers il va ouvrir grand la bouche. Mais comme les flétans vont partir, il y en a qui vont partir par là, d'autres par là. Il pourra pas tous les manger en même temps. Ou alors faut qu'il ouvre la bouche aussi gros que la mer. C'est impossible. Sinon on va se déchirer complètement. Il peut pas parce que sa mâchoire est pas assez grande. Enfin, je comprends ce que je dis. Et donc finalement, en fait, il va sûrement refermer sa mâchoire sur une gorgée d'eau de mer, peut-être se noyer et percuter un galion. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que Daniel a essayé de nous dire par rapport... C'est ce que je voulais dire. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que j'ai dit. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est légèrement confus quand même. Mais je pense que ce qu'essaie d'exprimer Daniel avec toute sa verve et avec toute la sympathie que je peux avoir pour lui, avec toute sa dyslexie, il essaie de montrer que quand on est, par exemple, livré à soi-même chez soi, on peut se retrouver par exemple devant une pile de DVD avec par exemple un film de Bourvil, on dit ah c'est bien Bourvil, mais là juste en dessous on voit un film de Fernandel, puis en dessous un film de Charlot, alors on sait plus comment... Non, c'est pas ça. Par exemple, on met une vidéo de... Non, je sais pas. Puis au moment où on a choisi un disque, oh, qu'est-ce qui se passe tout à coup? On voit quelqu'un faire une peinture sur un mur dans la rue, on dit ah c'est intéressant. Donc on va tourner la tête. Et tout de suite, juste à côté, quelqu'un qui met de la musique dans la salle de bain. Donc on va vers la salle de bain. Et on finit par regarder un reportage sur les galions. D'accord. C'est intéressant. Donc c'est cette hyper sollicitation qui fait que finalement, un peu comme les flétans, notre esprit est un peu synthétisé. C'est pas très très clair en même temps. D'accord. Et donc, en même temps, d'accord, c'est une sorte de principe de zapping, si on peut dire ça. Mais de zapping multimédia. Mais par rapport justement à cette jungle, moi j'aimerais qu'on revienne à cette jungle. Comment on pourrait, l'allégorie de cette jungle par rapport au désert culturel que je disais avant, comment on pourrait faire le lien? Parce que non, il y a quelque chose d'intéressant là. Comment on pourrait faire cette jonction? Attendez, j'ai pas fini. Cette jonction avec le il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, Daniel. Mettons par exemple, nous soyons quelqu'un qui voulions, c'est de l'imparfait du subjonctif, quelqu'un qui voulions se cultiver. Donc on est en, on est en habit d'explorateur, par exemple avec un casque colonial, pourquoi pas, j'aime bien ça. Et on se retrouve dans cette jungle, on va s'apercevoir qu'évidemment qu'il y a des grandes chaînes d'Émile Zola ou de Victor Hugo, mais qui sont complètement envahies par les lierres. Et on va voir sous les lierres, par exemple, on va défricher un peu, avec avec ce qu'on veut, avec un canif, et on va s'apercevoir qu'il y a des espèces de parasites qui sont en train de sucer la sève des grands arbres. On appelle les bouquets satellites.
superbe. Et en fait, on va enlever les alvéoles. Attendez. Ah, c'est génial. Non, mais c'est chiant. Superbe. Si vous applaudissez avant mon explication. On ouvre ça et on s'aperçoit qu'ici, en fait, c'est plein de petits spores et que chaque spore, en fait, il y en a 5. Ça s'appelle les chains. Les chains. Channels. Et il y a plus de 500 ou 600 chaînes. Bon, par exemple, moi, je m'intéresse énormément aux chaînes traîneaux. C'est mon dada. C'est mon wawa. Bon, je vais avoir par exemple 14 chaînes sur le chien de traîneau. Ah, regarde, je m'intéresse par exemple à la course Montréal-Toronto. Toronto-Montréal. Et je vais vouloir suivre cette course parce que je suis très très passionné. J'adore ça. Et c'est comme, je sais pas, pour des enfants, le jus d'orange. Donc, je vais avoir 14 chaînes à choisir, comme Canal Wawa, Whisky Magazine. J'avalais mon whisky. Tekel Info. Tekel TV, Tekel Info, Tekel One. Et donc je ne vais pas savoir vraiment sur quelle chaîne regarder, mais il faut savoir une chose, comme les productions des chaînes de chaînes traîneaux veulent suivre la course au plus près de la course, on va se retrouver évidemment avec des gens qui vont vouloir mettre des caméras embarquées sur les chiens. D'accord? Alright? Alright. Donc ce qui fait, il faut savoir une chose, c'est qu'une Betacam, ça pèse quand même 19 kilos. 14 Betacam, je ne fais pas le calcul, mais imaginez la colonne vertébrale des chiens, elle va s'effondrer. Hein, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des chiens handicapés, qu'on va être obligé de mettre sur des traîneaux. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu, donc finalement, on va mettre toutes les caméras dans le chariot, mais à ce moment-là, les chiens ne pourront plus le tirer non plus. Le chariot, ce sera trop lourd. Donc, ce qui fait que finalement, on va mettre un moteur au chariot et on va tirer les chiens comme du ski nautique. Et en fait, le concours, ça sera il faudra que les chiens fassent des loopings. Ça sera un peu comme le ski nautique, quoi, mais en neige. Comprenez? Oui, c'est formidable ce que je vois. Ça, effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Je comprends tout ce qu'a fait ce que vous dites, c'est-à-dire cette surflétinisation, si je puis un peu caractériser vos propos. Moi, je voudrais juste vous raconter une anecdote. J'ai un ami qui travaille dans une chaîne de sport et il disait qu'aujourd'hui, il y a tellement de chaînes de sport que pour remplir les grilles de programme, on est obligé carrément d'inventer des nouvelles disciplines, comme par exemple le golf aquatique, hein, qui est du golf mais qui se pratique dans des piscines remplies d'eau. Il faut savoir que le golf, ça se pratique, on met des balles quand même dans des trous. Quand on fait un trou dans une piscine, la piscine se vide. Et ce sont des sommes considérables qui sont dépensées par la Fédération française de golf aquatique pour essayer de résoudre ce problème. D'où, encore une fois, gaspillage, Roland. Effectivement, on a des sports de plus en plus étonnants. Pour remplir ces cases, j'ai eu l'occasion l'autre jour de découvrir l'hyperfoot. C'est un football qui se joue, je crois, avec 5 équipes de 17 joueurs. Il y a 8 ballons, il y a 6 arbitres qui ne parlent pas la même langue. Les buts mesurent 4 mètres de haut sur 8 mètres de large. Il y a 2 gardiens par équipe qui ont le droit d'utiliser des lianes, des échelles et des raquettes, effectivement. Et c'est un sport qui se joue dans l'obscurité la plus complète. C'est ce qui le rend extrêmement spectaculaire. On a, c'est vrai, aujourd'hui une multiplication des chaînes. Hein. On a vu arriver les chaînes régionales, puis les chaînes de ville, les chaînes de quartier. On a maintenant des chaînes de famille, des familles TV, hein, qui ont été mises en place par la société Sony, je crois. Et ce sont des caméras à l'intérieur des maisons pour vérifier finalement si les enfants font bien la vaisselle, qui volent régulièrement du chocolat dans la maison. C'est plutôt des chaînes de délation. Et il y a maintenant Siemens qui réplique en mettant au point le concept d'Inside TV, où là, carrément, vous allez bientôt pouvoir mettre des caméras à l'intérieur du corps, des caméras qui seront reliées au net via des satellites. Et on voit par exemple des caméras à l'intérieur du cerveau pour voir si les idées avancent bien. Des caméras dans les poumons pour voir si vous en avez encore pour longtemps. Et même des caméras à l'intérieur de l'intestin, ce qui donne des images extrêmement spectaculaires. Et j'ai l'impression que toutes ces chaînes, qui vont plus être des milliers, mais des millions, voire des milliards, elles vont plutôt concerner les gens eux-mêmes. Et j'ai envie de dire que une des conséquences de cette surflétinisation, la conséquence de cette déculturisation systématique à laquelle on assiste aujourd'hui, eh bien,
c'est la montée du narcissisme. Alors c'est formidable parce que c'est extrêmement inquiétant c'est extrêmement inquiétant ce que vous êtes en train de nous dire. J'ai l'impression qu'on assiste finalement à une sorte de polyartisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde, on va dire, peut être artiste plus ou moins. Il y a tellement de moyens de composer tout le monde peut faire avec son petit logiciel, peut faire sa musique, tout le monde peut faire sa chanson, son film. Il y a tellement de gouaches qui sont vendues que le tout à chacun peut facilement faire son dessin, hein, sa fresque tout simplement. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'avant c'était pas comme ça. Avant, je veux dire, n'était pas peintre qui veut, n'était pas, surtout au Moyen-Âge, n'était pas vidéaste qui veut, puisque la caméra n'existait pas. Comment on est arrivé là? Qu'est-ce qui a amené, je dirais, la société à aller dans cette polyartisation, Daniel? Moi, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est assez récent. Je veux parler de la guerre de 1968 et la guerre des MJC, la bataille des MJC, et surtout ce qu'a fait comme dégâts tout ce qui était doltoisation. Parce que faut savoir une chose, c'est que avant Dolto, before. Eh bien, en fait, l'enfant, et on faisait des enfants à ce moment-là, donc avant les années 50-60, on faisait des enfants parce que les enfants étaient utiles, parce que c'était une manière de se faire un petit peu du pécule. Finalement, c'était un petit peu comme, c'était un peu le PEL de l'époque. On faisait un investissement. C'était un investissement. On faisait des enfants pour ça. Lorsque les parents travaillaient par exemple dans une épicerie, et ben les gamins, ils allaient charger, ils prenaient des caisses de vin et ils les mettaient dans les prétentoirs. C'était comme ça. Et puis, ils bronchaient pas, ils étaient contents. Par exemple, les enfants d'agriculteurs, à ce moment-là, par exemple, on s'en servait comme charrue. On mettait l'enfant, on l'attachait par des pieds à des chevaux de trait et on lui ouvrait la bouche avec un appareil. On lui déformait légèrement le palais. Et ça faisait des sillons magnifiques. Et dans les mines, évidemment, ils servaient de cale pour les chariots. Et puis souvent, quand on sentait qu'il y avait du grisou, on n'avait pas peur d'envoyer le gamin avec une bougie. Ça pétait, le gamin était explosé, mais c'est pas grave parce qu'on pouvait en faire un autre. Bien sûr, parce qu'on pouvait faire. On faisait un gamin en général dans les familles, on faisait un enfant tous les 8 mois. Faut savoir une chose, donc. À ce moment-là, il y a eu cette révolution de la doltoisation, et là, l'enfant est devenu une source de création, source d'éveil, et on a inventé dans les écoles cette matière qu'on appelle l'éveil. Et si vous voulez, à ce moment-là, l'enfant, lui, s'est cru un artiste. Alors, ceci n'aurait pas été rien. Ceci une phrase. Ceci n'aurait pas été rien si des boîtes. Hein? Ceci n'eût été rien si des entreprises odieuses, des entreprises malveillantes ont voulu profiter de. Dites des noms. Non, je ne suis pas là pour citer des noms. Je ne suis pas là pour dénoncer Mako ou Mako Moulage ou MB Présente ou Ravensburger. Tous ces boîtes de jeux qui ont fait croire aux enfants qu'ils étaient, par exemple, je sais pas, par exemple, magiciens. Combien d'enfants ont reçu des boîtes Mako Magie, Magie Majac, j'ai avalé mon chapeau, j'ai un lapin dans les poches, Garci Mormada, etc. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Et juste pour vous dire une chose, c'est que ces enfants, aujourd'hui, qui ont maintenant 30-35 ans, ont cru eux-mêmes devenir eux-mêmes des magiciens. On se retrouve aujourd'hui avec plus de 200-300 000 chômeurs en France qui n'ont pas de travail, pseudo-magiciens, qu'on retrouve devant les gares à essayer de faire disparaître des portefeuilles ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, excusez-moi, mais
n'y a plus un seul lapin de Garenne en France. Il n'y a plus de pièces de 1 franc. Et je sais pas si vous avez déjà vu une pièce de 1 franc, quelque part, il n'y a plus une seule pièce de 1 franc. Bien sûr. Il faut le dire, non mais il faut le dire, faut dénoncer ces entreprises, il faut dénoncer le monde du web. Vous parlez de macomagie, on pourrait parler de macomoulage, on pourrait parler de macopoterie, on pourrait parler de macotissage. Aujourd'hui, devant les centres contemporains, c'est des statues de Grincheux, c'est des statues de Blanche-Neige, on a Atchoum, on a Dormeur, et ce n'est pas comme ça. Il n'y a qu'à aller voir à Beaubourg. Voilà, il n'y a qu'à aller voir à Beaubourg, il n'y a que ça, c'est la famille, il ne manque plus que le grand méchant loup. Roland. Mais c'est vraiment la mise à disposition de l'outil artistique qui a vraiment fait proliférer les artistes. Moi, je pense par exemple au ravage qu'a causé la mise en place, la mise à disposition du logiciel Paintbrush dans les années 80. Il faut savoir qu'avec Paintbrush, les peintres du dimanche se sont retrouvés du jour au lendemain avec une palette de 1024 couleurs. Alors qu'auparavant, ils n'avaient que les couleurs primaires qui étaient donc le kaki, le violet, le rose par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une multiplication du peintre du dimanche. On a dû mettre en place des sessions de peintre du samedi, de peintre du vendredi. Et si vous allez aujourd'hui en vacances dans les Alpes, il est pratiquement plus possible de voir le paysage tellement il y a de peintres. Les peintres sont obligés de se peindre entre eux. Et même, on a plus en plus de peintres qui sont obligés de se peindre eux-mêmes grâce à un miroir devant leur nombril, par exemple. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait beaucoup d'autoportraits. Et c'est encore une fois une des conséquences de la déculturisation, c'est la montée du narcissisme. Oh! Alors, c'est super, hein, c'est formidable. Alors, posons la question, hein, la question qui fait mal. Hein, elle va déranger plus d'un qui se sentent peut-être concernés. Est-ce que, aujourd'hui, Roland, est-ce que tout le monde, aujourd'hui, peut être artiste ? C'est ça la vraie question. Est-ce que le tout à chacun peut être artiste ? Voilà, excusez-moi, je pose, hein, je dérange peut-être, mais voilà. C'est vraiment la question. Mais voilà, mais c'est la question, je suis obligé de la poser. C'est mon rôle. Je la pose. Est-ce que tout le monde aujourd'hui, Roland, peut être artiste ? Roland. Je la pose. Alors effectivement, le terme d'artiste est aujourd'hui très attracteur. Pourquoi ? Parce qu'il a été galvaudé par les médias. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un artiste, il va vous dire c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un de beau, avec une dentition parfaite. Ça, c'est un artiste, par exemple. C'est quelqu'un qui a un train de vie conséquent, avec une voiture puissante, qui est heureux, qui sourit tout le temps, Qui a une belle mèche là. qui a une belle mèche là, des beaux pectoraux, qui a une superbe villa sur la côte. Derrière la villa, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une piscine sur laquelle flottent des créatures superbes, des créatures souvent avec des seins énormes, de plusieurs kilos chacun, et des créatures avec lesquelles il n'est pas nécessaire de négocier pendant des heures. Donc je suis désolé, tout le monde a envie d'être artiste aujourd'hui. C'est intéressant. Alors que moi, à côté de ça, je poserais la définition de Victor Hugo, qui était celle de l'artiste au 19e siècle. C'était Jean Hugo, excusez-moi. Et qui disait que la mission sociale de l'artiste, c'est de mettre ses tripes fumantes sur la table en faisant en sorte que ça soit présentable. Bien sûr, Mais bien sûr, c'est ça. Mais je suis désolé, pour avoir des tripes fumantes, il faut avoir une alimentation déséquilibrée. Pas de fruits, pas de légumes, bien sûr, du pâté, bien sûr, des tranches de pâté trempées dans du whisky, par exemple. Effectivement, mais du saucisson. Mais il faut aussi que l'artiste soit polynévrosé, c'est-à-dire qu'il ait des problèmes relationnels avec sa mère. Qui peut par exemple continuer à provoquer au repas du dimanche midi en remettant en cause l'existence du Christ. Il peut avoir une façon de s'habiller étonnante, due à des traumatismes par exemple liés à l'enseignement des mathématiques. Il peut avoir bien sûr un début de calvitie, une myopie prononcée, qu'est-ce qu'il peut avoir bien sûr une sexualité ambiguë. Qu'il ne va pas réussir à assumer devant sa mère.
Donc pour compenser, qu'est-ce qu'il va faire? Mais bien sûr, il va se mettre des boucles d'oreilles à chaque oreille, évidemment. Et voilà ce que c'est un artiste. Et pour couronner le tout, par exemple, il peut habiter une région sinistrée, comme la Lorraine. Alors, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, c'est bien. C'est pas que ça. C'est pas que ça aussi. D'accord. C'est pas faux, mais c'est pas que ça non plus. Oui, d'accord. Alors, il faut de la souffrance, mais en même temps, si on ne peut pas être artiste, je veux dire, l'autre solution, oui, c'est bien ce qu'il dit. Mais en même temps, oui, ben voilà, on a fini le débat. Hein, en tout cas, on a fini cette partie-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on ne peut pas aujourd'hui être artiste, la solution, c'est d'être cultivé. Est-ce que c'est simple d'être cultivé? Parce qu'il faut quand même se déplacer souvent pour aller voir les... Donc ça veut dire qu'il faut une voiture, il faut connaître un minimum de choses. Hein. Être cultivé, c'est connaître un minimum de choses, comme les femmes, les tables de La Fontaine, comme la migale et le tourniquet, la chèvre et la bougie, La gouttière. la migale et la fourmi. La gouttière et La gouttière, donc il faut... Voilà, le lièvre et la morue, il faut quand même... le clou et la vis. Le clou et la vis. Donc, la bière et les capsuleurs, donc il faut connaître un minimum de fables de La Fontaine. Il faut quand même avoir... Le 4 quarts et la gentiane. Donc il faut un minimum de choses. Ah, j'ai pas fini. Est-ce que... Alors, voilà, donc c'est quand même pas évident tout ça. On peut juste donner un exemple par rapport à notre discipline, qui est la philosophie. Si on veut aujourd'hui s'y connaître en philosophie, il faut maîtriser vraiment Heidegger. Je ne sais pas si vous avez réussi à lire un paragraphe de Heidegger en entier. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, d'autant que la plupart du temps, il ne fait que citer Hegel. Alors évidemment, vous allez dire quoi Hegel? Qu'est-ce qu'il a Hegel? Quelque chose qui ne va pas. Mais effectivement, Hegel est très difficile d'accès parce que l'ensemble de son œuvre est d'essayer de faire des correspondances entre des jeux de mots écrits en grec ancien et des jeux de mots en ancien bavarois. Et pour maîtriser l'ancien bavarois, il n'y a qu'une solution aujourd'hui, c'est d'aller à la fête de la bière tous les ans et participer à des conversations extrêmement bas de plafond, je envie de dire. Pas très intéressantes. Il faut boire une dizaine de litres de bière tous les soirs. Il faut avoir la voix rappeuse. Il faut avoir la voix rappeuse. Il faut supporter un régime alimentaire. Il faut aimer les gros seins aussi, évidemment. Mais non. Mais si on considère aujourd'hui les efforts à faire pour maîtriser la philosophie, et si on les met en parallèle avec les efforts qu'il faut faire pour comprendre un Grand Prix de Formule 1, les gens vont directement vers la Formule 1. Et le journal le plus lu aujourd'hui, c'est quand même l'Équipe. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. C'est très juste ce que vous dites, Roland. Surtout que c'est quand même assez facile de regarder un Grand Prix de Formule 1 parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent, ça tourne toujours, tout le monde tourne dans le même sens. On peut pas se déplacer. C'est quand même assez pauvre. Mais attention, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais attention de ne pas tomber aussi dans le piège de la facilité, de critiquer aussi la Formule 1, tout simplement parce qu'on est français et que c'est vrai que depuis quelques années, on a très peu de résultats au niveau des coureurs. Donc, je dis juste... Quand même, Jacques Villeneuve. Voilà, justement, il y a eu Villeneuve, il était québécois déjà, et il était québécois. On a eu Ligier, voilà, il y a très longtemps, on a eu Lafitte, on a eu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ne stigmatisons pas, ne dis pas, la Formule 1 c'est nul, parce qu'il n'y a pas eu de pilote français depuis ces dernières années. C'est ça que je veux dire. Il y a aussi un travail qui est fait avec Renault sur les motoristes. Renault, c'est français. Oui, mais voilà, justement, je veux dire, ne tombons pas. Il y a aussi un travail qui a été fait tant sur les moteurs atmosphériques que sur la prise en adhérence au niveau des travaux. Ligier, c'est pas forcément des... Oui, celles qui sont sans moteur, sans permis. Oui, c'est des voitures d'ivrogne, parce qu'on peut rentrer sous. Mais ne stigmatisons pas. S'il vous plaît, messieurs, ne stigmatisons pas, parce que, effectivement, voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais faire là-dessus. Excusez-moi. Juste pour terminer avec la Formule 1, je crois vraiment que tant qu'on aura des limites de vitesse à 50 dans les villages, on va pas du tout encourager les vocations. Et c'est là où il faut vraiment faire un effort citoyen et laisser les jeunes faire du 150 dans les villages. Et voilà, on aura des Schumacher, on aura des Alonso et des Raikkonen, des Gromen. En faisant des colonies en Afrique, peut-être en 2 euros. Non. Et on peut aussi encourager l'éducation nationale à organiser plus de cours de karting, et ça dès l'école maternelle. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider la Formule 1. Mais poursuivons.
Daniel, juste d'accord, on ferme la parenthèse. Daniel, juste par rapport à ces notions de nouvel artiste, cet art nouveau, j'imagine il n'y a pas que Heidegger, il n'y a pas que il n'y a pas que Hegel, il n'y a pas que la philosophie, il n'y a pas non plus que, je dirais, les ouvrages d'auteurs, comme je citais précédemment La Fontaine. Il y a aussi bien sûr tout un nouveau pan de cette artitisation. Daniel. Attendez. Un truc qui me taraude l'esprit. Ah bon, c'est bon. Effectivement, vous avez raison, il n'y a pas que le books dans la vie, il y a aussi peut-être appréhender soi-même la nature. Parce qu'évidemment le livre ça va être un écran entre soi et le monde si vous voulez, mais nous-mêmes pouvons aller par exemple dans la nature et tout simplement redécouvrir cette nature en prenant le temps d'être avec elle, regarder une grenouille et sauter avec elle, et puis voir un arbre et le caresser et lui dire ça va. Et bien sûr, il ne répond pas, mais attendre quand même la réponse pendant des heures. Ou marcher pieds nus dans des marécages, voir la vase qui vient entre les doigts de pied, faire des petits boudins, ou des saucisses de vase qui tomberaient de chaque côté comme ça. Des knackis de vase. Des nems de vase. Et à ce moment-là, peut-être en sentir cette odeur caractéristique de la vase, cette odeur de l'enfantement, enfin de la puanteur, de la terra primae, enfin je me comprends. Et puis lire un poème de Joël Batz. Mais aussi peut-être pour être cultivé, il y a peut-être aussi manière de s'intéresser à des lieux qui ne sont pas soi-disant culturels, qui sont des rebuts de ce qui c'est de l'époque industrielle, comme ce qu'on appelle les friches industrielles, puisque tout le monde a été au chômage évidemment, mais il reste des grands hangars qui ont été maintenant investis par des artistes, par exemple, qui font des performances d'art contemporain, et par exemple, il y en a un avec une meuleuse qui... Je sais pas, c'est un exemple. Avec une meuleuse qui va frotter, par exemple, une grande plaque de métal. Et il va dire « Oh, transcendance, hors du temps, oh, je te cours au milieu des vagues, et imperceptible, et je hurle en moi comme une faucille intérieure. Et je crois comprendre un jour que ma puissance d'homme face à toi, société. Je suis le soldat des reins face à tes reins. » Bon, voilà. Et à un moment donné... Enfin, c'est un exemple. Non, je suis pas là pour me faire applaudir, on est là pour faire avancer les idées. Je suis pas comme Roland. Qui est là, j'ai l'impression, plus pour se faire voir. Et donc, tout d'un coup, on va entendre crisser la meuleuse, le disque, peut-être, à un moment, il va ripper. Et peut-être il aura même mis l'écrou, parce que c'est un artiste, c'est pas utiliser une meuleuse. Et à un moment donné, peut-être, le disque va se ficher dans ici. Et là, ça va saigner, et il y a des grosses gerbes de sang, puisqu'il aura touché l'aorte de la jambe, et ça va pulser sur la plaque, et puis là, il va faire « Ah !» Mais c'est super, parce que ça exprime l'impuissance de l'homme par rapport à son propre destin. Et là... Mais c'est super, c'est super. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le dance art, plat art, où les gens se laissent carrément tomber. Ce sont des danseurs qui mettent des grandes auges de plâtre à prise rapide, qui se jettent dedans et qui ne bougent plus. Donc ils dansent quand même. Et c'est une danse intérieure. C'est une danse on figée, est à l'intérieur. Voilà, mais on bouge pas, mais on danse. Peut-être juste les yeux. Et voilà, et même pas, parce que le plâtre il est devant. Ah ouais. Et donc on est comme ça, et ça peut pas. Ou par exemple la sculpture sur gasoil, où on va prendre du gasoil, le gasoil, on sculpte dessus, puis ça tombe tout de suite dessus, et On l'aura ça pas fait vu, des choses comme personne ça. l'aura vu. Et il y a aussi tout ce qui est le slip art, où on prend le crêpe art, bien sûr, en Bretagne, où on jette des crêpes, des choses comme ça. Il y a le pomp art, bien sûr, le pomp art, il y a tout ce qui est et le nappe art, vous connaissez pas le nappe art? Le nappe art, vous venez, vous mettez la nappe, par exemple, voilà, on met la nappe, vous voyez, vous mettez la nappe, et après,
Par exemple, vous faites ça, vous mettez la nappe, et après, vous transformez, c'est plus du nap art, vous faites par exemple du nem art, par exemple. Vous voyez et voyez, et voilà. Et là je suis chrysalide. Dans ce cas-là, je peux. Chrysalide. Par exemple, moi, je fais du tortue art. Et voilà. Vous voyez, et là, je suis une chrysalide. Je suis une chrysalide, bien sûr, ben ouais. Moi, je peux faire du fantôme art. Oui, voilà. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est super. Il y a vraiment tout un tas de choses qu'il faut. Ah, c'est superbe. Mais vous faites du terrain. C'est superbe, Roland. C'est superbe. Entre ici, Fantomas. Alors, c'est formidable. C'est formidable de l'art maoïste. Alors, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il faut avancer. On en est juste qu'au premier quart d'heure. Il nous reste encore 1 heure à faire. Roland et Daniel, je vais vous poser une question qui me taraude l'esprit. Qu'est-ce que vous, les chercheurs, vous, les philosophes, vous avez comme solution pour justement arrêter cette déculturisation? Quelles sont les solutions que vous nous proposez, Daniel? J'ai pas écouté. Je disais, quelles sont les solutions que vous, les chercheurs, vous, les hommes de savoir, vous, je dirais, les pourfendeurs de la déculturisation, quelles sont comment dirais-je, les alternatives finalement à cette déculturisation qui nous permettraient one again, Daniel? Je pense que peut-être j'essaie de chercher en même temps que vous. Quand on voit cette jungle, évidemment, avec tous ces lierres qui ont envahi la forêt, on se dit, il faudrait peut-être que ce soit faire un peu de clair là-dedans, parce qu'on n'y voit rien. On est dans l'allégorie, hein, attention. Ah oui, bien sûr. Mais quand même bien réel. Moi, je pense qu'il faut utiliser, puisqu'on veut faire un champ culturel bien droit, peut-être on pourrait utiliser ce qu'on appelle le lance-flamme culturel. Ça veut dire tout brûler, mais pas de façon positive. Tout brûler avec le lance-flamme culturel pour faire comme la technique du brûlis. Et comme ça, tous les matériaux végétaux tomberaient en cendres sur la terre. Et à ce moment-là, au lieu que tous les artistes partent dans leur coin comme ça, de façon un peu égoïste, faire une œuvre d'art, mais collective, où l'humanité tout entière serait lui-même facteur, comme pas facteur, parce qu'il n'y a pas forcément de courrier, mais... Pardon, je suis pas... Mais chacun serait... Non, je suis désolé, enfin, mais chaque être humain, finalement, se retrouverait dans un projet collectif. Chaque être humain se retrouverait dans un projet collectif et tous ensemble construiraient une œuvre d'art, mais une œuvre d'art qui serait, si vous voulez, le but ultime de la société. Je sais pas, par exemple, faire une grande statue, ça générerait, si vous voulez, comme un lien social entre tous les gens. Si vous voulez, tous les gens iraient dans le même sens. Et bon, c'est sûr, il y aura forcément des gens qui voudront pas. Ceux-là, on les mettra on les torturera, ou je sais pas, mais on fera en sorte qu'ils suivent le train. Mais on fera cette sculpture, une magnifique sculpture, je sais pas, un dauphin, c'est sympathique les dauphins. Une énorme sculpture de dauphin, immense. Par exemple, dans la bouche, on mettrait une bibliothèque avec tous les DVD qui sont sortis, et un truc immense comme ça. C'est intéressant, c'est très intéressant ce que vous dites. Apparemment, Roland n'est pas d'accord, et je me dois, en tant que médiateur, modulateur, de vous redonner la parole. Allez-y, Roland. Non, c'est intéressant parce que Daniel évoque quelque chose de fondamental, c'est la récupération politique de l'artiste et de l'œuvre d'art. Et c'est vrai que le monde artistique a besoin d'une révolution culturelle. C'est vrai qu'elle a besoin de travailler avec des matériaux plus simples, comme le bois ou la terre cuite ou la pâte à modeler, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un besoin de simplicité, mais de revenir, je suis désolé, à un art stalinien, il y a des limites, parce que... Excusez-moi, je peux pas laisser passer une chose. Laissez-moi monsieur Brun, monsieur Gibli. Gibla. Chacun va parler à son temps. Monsieur Roland, Chacun va parler à son temps. Vous avez la parole. Monsieur Gerbeau. On va redonner la parole. Je ne vous autorise pas, laissez-moi parler Stéphane, je ne vous autorise pas à me traiter de stalinien, monsieur Gerbi, parce que je vais vous dire une bonne chose, j'ai quitté le Parti communiste en 1954, alors j'ai pas de leçon à recevoir d'un peine cul.
Là, on va trop loin, je suis désolé, on va trop loin, mais moi, de toute façon, j'ai quitté le SFI en 1935, avant les congés payés, parce qu'on voit les dégâts que ça a fait sur l'arrière-pays niçois. Il n'y avait pas de... Ouais, moi j'ai quitté la FCPE, monsieur. J'ai quitté la FCPE en 1984 parce que je n'avais plus d'enfants à l'école. En garde, monsieur. Mon aïeul, Julien Gerbier, a quitté les Girondins en 1791, avant le début de la Grande Terreur. Alors ça va. Monsieur Gerbiot, moi, mon père a quitté les Girondins de Bordeaux de football en 1987 parce qu'il ne s'entendait pas avec Bernard Lacombe. De toute façon, j'ai quitté ma femme. Excusez, Roland, je voulais pas qu'on en arrive à ce genre de confidence. Non, j'en suis extrêmement navré. D'autant plus que c'est pas vous qui l'avez quitté, c'est elle qui vous a quitté. Pour un trotskiste. Bon, écoutez, je crois que le moment est venu de s'arrêter. Juste avant, j'aimerais faire une petite synthèse, si vous le permettez, Roland, Daniel. Je vais revenir un petit peu à mon champ culturel de départ. Vous vous souvenez, j'avais fait une sorte d'allégorie au départ. Et de reprendre un petit peu tout ce que vous parliez tout à l'heure au niveau de la doltoisation, etc. Et notamment de cette notion... Oh non, oh non. Voilà, comme ça se voit plus. Voilà, on ne voit plus la tache. Enlevez votre pantalon sinon. Donc je me permets de faire une petite synthèse pour reprendre un petit peu tous les éléments. Vous savez, l'autre jour, j'étais en Bretagne, je me promenais en Bretagne, et j'étais avec un ami drag queen, bon, j'ai le droit d'avoir un drag queen, et quelle ne fut pas, alors que nous gambadiâmes dans les bons champs, nous gambadîmes dans le bocage breton, quelle ne fut pas justement notre surprise de voir un bon brave paysan breton étendre justement sur son fameux champ à lui, alors son champ de culture, mais toujours l'allégorie du champ culturel, une sorte de liquide un peu moirâtre et nauséabond. Tout simplement, il s'agissait, vous l'avez compris, de lisier, de la merde. Et l'idée qui me vient, je me suis dit, est-ce que nous, justement, on ne pourrait pas, à notre manière, un peu comme ce brave paysan breton, eh bien, utiliser aussi... parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de fertiliser, d'engréfier son champ. Et nous, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce même principe, en commençant tout simplement dès le plus jeune âge, à l'école maternelle, parce que c'est souvent là que l'enfant revient fait son premier art artistique. Souvent, on a un enfant qui arrive à la maison avec son papa, avec sa maman, et il présente souvent sa première œuvre, son premier dessin. Alors, souvent, les parents disent « Oh, que c'est beau, mon chéri », alors qu'en réalité, c'est pas vraiment très beau. C'est souvent des taches... C'est hyper moche, c'est hyper moche. C'est des patates. C'est des patates, voilà, c'est des patates. Voilà, les mains, il y a 3 doigts. Les chaussures, c'est des grosses patates comme ça. Il n'y a pas de point de fuite, il n'y a pas d'effet de perspective. Les maisons avec les cheminées, on n'en parle même pas. Et il n'y a pas de perspective. En fait, les chevaux, on dirait des chiens. Voilà, les chevaux, on ne sait même pas ce que c'est encore des patates, on dirait des pieds. Et effectivement. Et souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Oh, mon chéri, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait, tout ça !» Et finalement, d'induire l'enfant on lui accroche le dessin et au bout de 2 jours, on l'enlève parce qu'effectivement, on a conscience que c'est moche. Moi, je propose tout simplement qu'on dise la vérité à l'enfant et lui dire bah non, c'est pas beau ton dessin. Ton pas beau, tu crois que c'est beau et en vérité, je vais te dire ce que c'est. Ce que tu nous as fait, c'est une belle merde. Tu nous as fait une belle merde. Et ta merde, on va l'utiliser. On va l'utiliser. Et plutôt que de l'accrocher, ta merde, 2 jours et de la foutre à la poubelle, eh bien, on va la laisser coller au mur, ta merde. Et on va la laisser au mur. Et tu vas voir que tu vas chier la honte. Parce qu'on va le montrer à tonton, à tata, à tous ceux qui vont venir. Et on va le dire au Père Noël. Et tant que tu seras pas capable de faire un effet de perspective, tant que tu seras pas capable de mélanger les couleurs correctement, eh ben tu chieras la honte, petit con. Et pareil pour ceux qui essaient de chanter comme des casseroles, tant que tu seras pas capable d'aligner 2 notes correctes à la fin, petit con, tu chanteras à la table. Et les imitations. Les imitations. Jean Gabin. Il n'y a personne qui peut imiter Jean Gabin. Aucun gamin aujourd'hui ne sait imiter Jean Gabin. C'est une honte. Et là, je me dis que peut-être pas maintenant, mais
sur des générations et des générations, eh bien, on va refaire monter le niveau. On aura peut-être une France qui a toujours été, disons-le, n'ayons pas peur des mots, qui a toujours été la France du savoir, la France de la culture, la France de la pâte à modeler, la France des grands tableaux, la France des lumières, bien sûr, la France du macramé, et de avoir une industrie, mais attention, une industrie lourde, ou par exemple au niveau du théâtre, puisqu'on est dans un théâtre, mais on ferait des usines où on ferait des pièces, mais des pièces détachées à la chaîne, mais des pièces de théâtre, vous voyez, on laisserait les Allemands faire les bagnoles, parce que c'est vrai qu'au niveau des BM, c'est beaucoup mieux qu'une Renault, et voilà, et on aurait vraiment une industrie lourde de la culture, qu'on exporterait dans le monde entier. On ferait des... Oh là, Attention. monsieur duc de Bouillasse, vous n'avez pas à mâchouiller sur mon nom. On garde compte de la paillasse. Oh, que c'est beau. Mais je vous y prends, monsieur. Qui êtes-vous? Donnez-moi votre nom, que je le sachiasse. Mais qui êtes-vous donc pour me traîner ainsi dans la boue, monsieur? J'arrive. J'ai fait un long chemin. Mais qui êtes-vous? Alors, mais je suis votre cousin. Mais ne me reconnaissez-vous point? Attendez. Mais ne me reconnaissez-vous point? Je suis donc votre cousin? Oui, je crois bien que je vous reconnais, vous êtes mon cousin, donc vous êtes l'arrière-petit-fils de ma mère. Moi, je ne vous reconnais pas, point, car je suis aveugle. Mais alors, si vous êtes le cousin de mon cousin, c'est que vous êtes ma mère. Si vous êtes la grand-tante de mon oncle, vous êtes donc mon frère jumeau? mais alors, tout se finit bien. Voilà. C'est effectivement qu'une ébauche. C'est une ébauche, mais c'est prometteur. Voilà. On va en rester là. Merci Daniel. Merci par rapport aux Chinois, bien sûr. C'est là qu'on leur met 10-0. C'est clair. En théâtre, C'est vrai que c'est pas hyper drôle, les blagues chinoises. Non, les blagues chinoises sont très peu drôles. On pourrait créer des centres de recherche qu'on exporterait justement, des centres de jeux de mots en chinois qu'on pourrait exporter. Voilà. Faut qu'on arrête là juste pour terminer. Il faut faire vite. Et en même temps, non. On peut prendre le temps. On a encore 2 bonnes heures devant nous. Juste pour terminer. Daniel, vous lui juste parler un petit peu, on va s'arrêter là, juste parler un petit peu de la genèse du cabaret de philosophique, voilà, de parler de Raymond Lebrun, qui est un petit peu, l'initiateur, le père fondateur du cabaret philosophique. Vous voudriez bien nous en parler, ou vous, Roland? Vous voulez bien? Ça vous embête pas? Je sais que ça vous émeut à chaque fois, mais je veux pas non plus tomber quand on ne pas toucher dans la facilité. Je vais prendre mes responsabilités. Très bien. Donc je veux bien prendre mes responsabilités, je sais pas. D'accord, très bien. J'ai pas froid aux yeux. D'accord, mais je ne vous force pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que depuis 1h30 maintenant, vous avez devant vous comme une tornade de lumière qui vous a sûrement ébloui, et j'ai vu plusieurs personnes mettre des lunettes de soleil, même une d'entre elles a mis carrément des lunettes de soudeur. Pour ne pas finir dénoyauté au niveau de l'iris. Mais tout ça, finalement, toute la pertinence, toute la philosophie, toute la puissance cognitive qui explosait, ici comme une bombe H de la pensée, ne vient pas de nulle part, parce que c'est pas vraiment de notre fait. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, Raymond Lebrun, qui était notre père spirituel à tous, qui nous a recueillis chez lui alors que nous étions perdus en mobilette à l'âge de 13 ans dans la forêt de Brocéliande. Alors on a été vivre avec lui dans son F1,5, un quart. Et c'est lui qui nous a appris à lire, qui nous a appris à compter, c'est lui qui nous a donné nos premiers livres, qui nous a donné cette force de s'interroger sur les choses qui se passaient autour de nous pour essayer de le changer. C'est lui qui nous a demandé d'aller voir les gens, d'en discuter, de faire en sorte que notre vie devienne une croisade. Raymond Lebrun, malheureusement, vous avez remarqué, je n'arrête pas de parler au passé.
Parce que Raymond Lebrun était un inventeur de génie. Il avait inventé énormément d'inventions comme le fumoir de cigarettes sous l'eau, aquatique. C'était pas exactement ce nom-là. Il avait inventé et surtout, il avait inventé le parachute ascensionnel à effet de serre. Il était tellement en avance sur son temps à l'époque où il inventa ce parachute ascensionnel à effet de serre qu'à cette époque, à ce moment-là, le mousqueton n'existait pas encore, ni même la toile de jus, ni même le filin. Même la toile. Même la toile. Ce qui fait finalement qu'il nous a dit c'est pas grave, je vais essayer quand même, je trouverai une idée sur la route. Et on était tous les 4 dans une caravelle. Tous les 5 avec le chauffeur, dans une caravelle à 2000 mètres au-dessus des Pyrénées. Et Raymond était à la porte. Nous avions mis des casques anti-bruit. Il nous a dit quelque chose, mais on n'a pas entendu à cause des casques anti-bruit. Il a fait ça, il nous a fait ça. Il nous a fait un grand sourire. Il a sauté. Et bien sûr, son parachute ne s'est jamais ouvert. C'est lui qui s'est ouvert. Parce qu'il a atterri directement la bouche ouverte sur le pic du Midi. Et qu'il a explosé comme un nuage de chair et de sang amalgamé, de lymphe. Ça fait comme un nuage, c'était assez beau. Et nous, de notre avion, on a regardé se déposer lentement sur la Terre, sur plus de 12 km². C'est posé. On a loué des motoculteurs, des tracteurs, des charrues, des pelles. On l'a enterré pendant des mois. Je descendais des fois vers 9h, et puis il était là, il épluchait les légumes, et puis il me disait tu veux un café? Je disais ouais, oui, je veux bien, pour être en forme. J'étais toujours en train de dire toujours gentil. Oh, aujourd'hui j'ai fait des carottes râpées. Tiens, va chercher du bois, ça te fera du bien, faut un peu d'air. Il se lavait jamais, alors nous on faisait des blagues, on disait qu'il puait, mais enfin, ensemble on rigolait bien. Il disait ouais, je fais un putois. Puis moi je disais, moi je suis un cochon. C'est pas très intéressant. Il disait, quand on mangeait à midi, il disait, qui c'est qui veut du mouton? Qui c'est qui veut du mouton? Et on disait, ah oui, on veut des moutons. Oui, c'était de la viande. C'était notre mouton. On dit, mais il est mort. Il nous donnait à manger du mouton mort. Il était mort parce qu'il voulait faire des câlins. On faisait des câlins dans l'assiette. Il était mort. On pouvait plus prendre les moutons. On était obligé de serrer des steaks. Il était mort. Raymond Lebrun, qui terminait toujours ses conférences par cette phrase sublimissime qui sera le point d'orgue de notre débat. Phrase magnifique où il disait en toute chose, tout un chacun, il incombe que les visions les plus hétéroclites ressurgissent à la mémoire du déjà-vu, un peu à la manière d'un sphinx rocambolesque qui serait à la fois le oui et le non d'une sorte de rencontre inaboutie entre la versatilité et la fertilité putride des moines occitans ayant couru sur les chemins de leur redondance pour mieux donner de l'effervescence à cette notion de désuétude qui est finalement, au sens souvent le plus laborieux, l'inquiétude que l'on a au travers de notre tout à chacun d'être finalement la propre réminiscence à être l'intrinsèque de nous-mêmes tout en ne l'étant pas, mais en l'étant quand même. Merci Roland, merci Daniel, merci à tous, merci à toutes, merci à Hervé de nous avoir illuminés, merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis, vous avez été formidables, superbes, c'était un moment incroyable, merci.
superbe, mais vraiment incroyable, superbe. C'était superbe, superbe. C'était Les grands débats contemporains, une conférence enregistrée au Théâtre du Rond-Point sur le thème du rire de résistance. Réalisation, Sylvie Migaud. Production, Laurence Courtois. La semaine prochaine, un nouveau cycle des grands débats contemporains avec les rencontres de Pétrarque.